Assalamu alaikum, bonjour à tous et bienvenue dans mon émission chez Hanan. Pour ce 8e épisode, j'ai l'honneur de recevoir 3 créateurs de contenu pour une émission dans laquelle on va parler de notre rapport à l'islam en tant que musulmans d'Occident. On va également pouvoir parler du climat islamophobe, de la hijra et de l'influence et de l'impact qu'ont eu sur nous, ou qu'ont toujours actuellement, les industries du divertissement, à savoir les industries du cinéma, de la musique, de la mode, de la télé-réalité, du gaming ou encore des réseaux sociaux. Je vais les laisser se présenter chacun tour de rôle en commençant par toi, Misa. Nom, prénom, il n'y a pas besoin. Du coup, moi, c'est Hamza Jebar et je fais surtout mes vidéos sous le nom de Misa. J'ai commencé mes vidéos surtout sur du voyage, donc pendant mon semestre à l'étranger. J'ai fait mes études, une partie en Corée du Sud et une partie en Thaïlande. Et pendant ce petit laps de temps, on va dire, j'ai commencé les vidéos et à décrire un petit peu la vie étudiante à l'étranger. Donc du coup, moi je m'appelle Riyad. Avant, on me connaissait sous le nom de Musine Radio sur les réseaux. Je voulais créer l'un des premiers médias musulmans en France. Après, au final, j'ai décidé de partir sur un personal branding. Donc maintenant, c'est Roudaid à partir de maintenant. Et du coup, en dehors de ça, je me suis un peu lancé en freelance. Donc je coach des personnes en e-commerce, ce genre de choses. Et voilà, j'essaie d'avancer un petit peu dans la vie, spirituellement, religieusement. Et bientôt la hijra, Inch'Allah. Trop bien. Du coup, moi, c'est Anya Taïris sur les réseaux sociaux. Je suis créatrice de contenu. J'essaye d'aider ma communauté à aller vers le mieux sur tous les sujets intellectuellement, etc. Et je parle beaucoup, on va dire, d'empowerment féminin, pousser les femmes à s'émanciper et voilà, faire plein de choses. À côté de ça, j'ai créé une association. Donc, je suis présidente d'un média associatif qui s'appelle La Crème et qui lutte contre les inégalités scolaires, sociales. Voilà. J'en ai entendu parler. Incroyable. C'est vrai ? Ouais. Mashallah. On a personne. Déjà, merci encore d'avoir honoré mon invitation. Je suis très 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 contente de vous recevoir. Bien évidemment, le lien de tous vos réseaux sociaux en barre de description. Comme d'habitude, le lien d'une cagnotte pour venir en aide à une famille palestinienne en barre de description. Et bien évidemment, vous abonner, laisser un like, un commentaire et partager cette vidéo. Les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, ils sont en réalité interdépendants et je vais peut-être moi déjà en parler, comme ça vous allez un peu comprendre le fil conducteur de l'émission. On parlera du climat islamophobe et de la hijra un peu plus vers la fin. Mais c'est quoi, vous, votre rapport à l'islam ? Il me semble que tous les 4, on est nés dans une famille musulmane. Maintenant, on n'a pas tous grandi avec les mêmes privilèges sociaux, les mêmes compétences religieuses et tout. Moi, je prends mon cas. Je suis née dans une famille musulmane. J'ai été scolarisée dans des établissements privés musulmans. Donc, j'étais à l'école irakienne, une école privée dans le 16e. J'ai fait primaire, collège, lycée catholique. Et en parallèle, je faisais... donc déjà, à l'école irakienne, c'était un parcours qui était entièrement en arabe. Donc on faisait LV1 français, LV2 anglais, et on faisait des cours de sciences religieuses et Coran là-bas, en sachant que le programme, c'était un programme qui venait d'Irak, c'était à cette époque-là sous le régime Saddam Hussein, c'était pas le programme français. Okay. Et ce qui se passe, c'est que moi aussi, à partir du collège, j'ai demandé à mes parents de faire des cours de Coran, donc c'est venu de moi-même, pas de eux, de Tajwid Hafs, et l'été au Maroc, parce que Misa et moi, on est marocains, et dans la culture marocaine, comme chez les Mauritaniens, il faut savoir que la mémorisation du Coran, c'est vraiment extrêmement important. Je crois que vous avez le plus grand nombre de mémorisateurs du Coran. Exactement, ouais, machallah, c'est très culturel. Et du coup, moi, l'été au village, j'apprenais le Coran avec la lecture Warsh, sachant que les lettres, en plus, elles étaient différentes et tout, mais c'était une très, 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 très belle expérience. Et sinon, je détestais la lecture. Je ne lisais même pas les livres des professeurs d'école. Et ce qui se passe, c'est que sinon, voilà, j'ai grandi dans une famille très aimante, religieuse, pratiquante, mais j'ai tellement été influencée par les industries du divertissement, à savoir les clips musicaux, parce que moi, je voulais être Shakira, je voulais être comme dans les Pussycat Dolls, je voulais être une vixen dans les clips de rap, j'étais une ouf, ça m'a bousillé le cerveau, et ça a encore des impacts sur moi encore aujourd'hui, malgré le fait qu'il y a eu un vrai travail intérieur, un vrai jihad nefs et tout, et c'est vraiment les dangers de l'image, ça c'est vraiment la chose que je retiens, c'est que quand j'aurai des enfants ou des neveux et nièces, je ferai vraiment très très attention à ce détail-là. Sinon, un peu comme tout le monde, on a un peu grandi dans la culture de la chouma, ou aussi dans la culture, tu sais, on te vend quand même plus un dieu punisseur qui aime châtier plutôt que l'idée d'un dieu amour et aimant, alors qu'il faudrait un juste équilibre. Pour moi, il y a quand même l'idée qu'il faut être conscient que Dieu est capable des pires des châtiments, mais qu'il y a un Dieu amour et que Dieu est avant tout miséricordieux.
Et donc voilà, pareil, la notion du tawhid, du monothéisme pur, c'est pas quelque chose qu'on nous a mis. La prière, Ça, c'est vrai, c'était apprend et fait de façon mécanique les mouvements sans comprendre les versets. Pareil pour la mémorisation de Coran, mes parents ont compris très tard que que j'avais besoin de cours en sciences islamiques et de tafsir, d'exégèse, parce que j'avais besoin de comprendre la sagesse des versets. Eux, c'était mémorise. Et déjà que personne ne me forçait, ça venait de moi-même. Ils me disaient, contente-toi de mémoriser et t'inquiète, et un bon comportement, et ça va le faire. Ça, c'est vrai, c'est nos parents. Nous, en fait, je pense que comme on a été éduqués, on est parti à l'école. Enfin, quand je dis on est parti à l'école, je dis pas que nos parents sont pas partis à l'école. Ah ouais. Mais nous, on a eu un aspect scientifique extrêmement poussé parce qu'on a aussi grandi avec les nouvelles technologies. Du coup, on se demande tout le temps pourquoi. Oui, Là où on a eux, besoin de c'était pas profondeur. C'est ça. Là où eux, c'était pas forcément le cas. Et j'ai remarqué que eux, en fait, ils avaient une foi très forte. Où genre, l'islam pour eux, c'est comme ça. Et point, tu vois. Ils ont pas de doute, tu vois. Alors que nous, on avait forcément, on a grandi avec des athées, donc ils nous disaient on descend du singe. On a grandi avec des trucs comme ça, tu vois. Donc on s'est posé des questions, forcément, tu vois. Voilà, donc moi, c'est un peu mon rapport à l'islam. Après, j'ai été très influencée aussi par la télé-réalité. Tu vois, tout ça, ça a un impact sur la manière dont je définis la beauté, la manière même dont tu viens... Bon, je me suis déconstruite tout ça, mais la manière dont tu définis la beauté masculine, la virilité, la manière dont tu perçois le mariage, l'amour et toutes ces choses-là, même si mon impact premier, pour moi, c'était vraiment au niveau de l'apparence féminin. Dès que tu vois des vixens dans les clips, pour toi, c'est comme ça. Pour moi, c'était les latinas, tu sais, c'est comme ça que je dois être et tout. Et plus tard, il y a eu un peu comme un Abu Hamid al-Ghazali, tu sais, il y a eu une crise existentielle, couplée surtout à une crise spirituelle, parce que j'étais tiraillée entre le fait que je sais que c'est pas ce que Dieu attend de moi. Du coup, je me suis mise à lire. Et j'ai débuté par des ouvrages de Malek Ben Abi, donc j'ai pas commencé par le plus simple, mais tout de suite ça a été des ouvrages sur la problématique islamique contemporaine. Et petit à petit, j'ai commencé à me pencher sur des ouvrages d'Abu Hamid al-Ghazali, Ibn Ata'illah Sakandari, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, des ouvrages, tu sais, qui m'ont poussé à purifier mon âme, qui ont mis l'accent sur tout ça. Et c'est comme ça que même si je l'ai toujours dit, je suis touchée par encore de grosses maladies de l'âme, mais j'ai quand même assez bien évolué. Et voilà, ça c'est un peu mon rapport à l'islam. Qu'est-ce que toi, Ania? Alors, moi, j'ai pas grandi dans une famille, on va dire, pratiquante, en tout cas, qui m'a enseigné la religion. Donc, ça a ses avantages et ses inconvénients. J'ai découvert, on va dire, l'islam un petit peu tard. Avant, c'est juste, tu es en pilote automatique, tu vis, etc. Et du coup, quand je l'ai abordé, j'ai vraiment fait un cheminement intellectuel, puisque j'ai cherché effectivement là où je devais aller, là où mon cœur... quelle boussole, en fait. Et ça m'a amené à avoir ce cheminement intellectuel, mais aussi à aborder la religion d'un point de vue très qualitatif et pas de surconsommer l'islam comme on surconsommerait n'importe quelle industrie, n'importe quelle chose. Et aujourd'hui, on va dire que c'est toujours comme je le vois, en fait. J'essaye... l'islam, c'est un peu mon chemin qui guide, on va dire, mon éthique, mon comportement, ma pratique, sur tous les plans, mais pas d'une manière quantitative. Donc, par exemple, tu parlais du Coran. J'essaye toujours de l'étudier, mais de l'étudier vraiment en profondeur, de voir comment il peut changer des choses en moi, comment il peut faire écho à ma réalité, etc. Donc après, alhamdoulilah, maintenant, toute ma famille, on est centré autour de l'islam dans nos sphères de vie. Et pour moi, la spiritualité englobe la vie. Donc, il n'y a pas de... En fait, c'est pour ça que j'ai du mal avec... par exemple, tu vois, quand tu étudies quelque chose, tu vas lire des livres scientifiques et tu vas lire des livres, entre guillemets, religieux, et on va te dire, là, tu étudies la religion. Mais pour moi, en fait, toutes les sphères de la vie englobent la religion. Ton travail peut devenir un acte d'adoration, viser l'ihsan, l'excellence dans ce que tu fais, etc. Donc, grosso modo, c'est à ça que je pense quand tu m'en parles. Et l'influence et l'impact des industries du divertissement, tu as été touché, tu as été confronté ou pas? Oui, totalement. Déjà, par rapport à ce que tu disais sur la musique, le cinéma, mais aussi la mode, maintenant même les réseaux sociaux, comme on est aussi sous-représenté en tant que femme maghrébine, en tant que femme musulmane, en tant que femme qui a une tenue vestimentaire différente, forcément, on va déjà avoir un petit peu ce complexe de... On est différente, donc... On a un problème de confiance en nous, on définit la féminité d'une manière différente et du coup, ça crée quand même un peu un dysfonctionnement cérébral au cours de notre vie et ça peut des fois nous provoquer en fait des choses en nous qui sont problématiques et qui, moi je dirais pas qu'ils peuvent nous dévier, mais qui peuvent en tout cas façonner la façon dont on voit la vie, dont on voit les choses, etc. et de toutes les façons dont on a parlé. Misa, je veux avoir ton avis et après je reviendrai sur le fait que tu parles de
de la distinction que les gens opèrent entre les sciences profanes et les sciences religieuses, et aussi sur le fait que notre métier peut être un acte d'adoration. Moi, j'ai eu un cheminement comme celui d'Ania. En fait, je pense que c'est à peu près le cheminement de la plupart aussi des... On va dire, dans la globalité, en France, on a à peu près tous grandi de cette manière-là. Et d'une part, c'est une chance, mais d'autre part, il y a beaucoup de choses que je regrette aussi de ne pas avoir appris plus jeune, etc. Et c'est vrai que moi aussi, la religion, c'est arrivé un petit peu tard. Donc, à partir du collège, par exemple, j'ai commencé à prier, etc. Et depuis, même si je ne me suis plus arrêté, j'ai continué d'apprendre, parce que pour moi, le cheminement spirituel, il se fait sur la durée. Et on va dire c'est le point final qui est important. Et ben, il y a quand même beaucoup de choses que je sais et que je me rends compte au jour le jour en parlant avec différentes personnes, que ça a manqué dans certaines périodes de ma vie, que par exemple j'aurais pu apprendre ça plus tôt et que ça m'aurait aidé sur telle situation, etc. Et c'est vrai que je pense pour beaucoup de musulmans de France, on va dire de notre génération, on a eu ce contraste-là entre ce qu'on voulait et ce que aussi on voyait dans notre famille ou dans notre entourage. Et c'est vrai que moi, par rapport à mon cheminement, l'islam aujourd'hui, ça fait partie intégrante, mais je l'apprends sur beaucoup de domaines. Je ne vais pas me spécifier sur quelque chose. Et comme elle le disait aussi, Rania, sur le travail, j'ai appris, moi, par exemple, la religion dans des rencontres que j'ai fait en voyage. J'ai appris la religion auprès de personnes dans différentes mosquées, etc. Et ouais, je pense dans la globalité, c'est comme ça que je le vois. Je pense que c'est un petit peu prendre l'islam de la manière dont elle nous vient aussi et par la suite voir si c'est une bonne chose ou... C'est peut-être pas la meilleure des manières, hein, je sais, mais... Non, chacun son cheminement. Et tu as été impacté ou influencé par les industries du divertissement, sachant que j'y ai inclus le gaming, peut-être pas la télé-réalité, mais tu sais, tu as le cinéma, la musique. Clairement, oui, parce qu'en plus de ça, on va dire, je suis un nerd à la base. Je suis vraiment quelqu'un qui joue beaucoup. Je suis quelqu'un qui est... Je sais pas si vraiment je me laisse influencer par les choses, mais forcément, de manière individuelle, on est tous impactés par ce qu'on regarde, ce qu'on joue, ce qu'on écoute, etc. Et ouais, ça m'a impacté. Après, on a aussi, comme on le disait tout à l'heure, on a cet esprit critique et cet esprit scientifique. Dès qu'il va y avoir quelque chose qui ne correspond pas forcément à nos valeurs, on va savoir on va savoir le dissocier de ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. Donc ça m'impacte encore aujourd'hui, mais je pense que j'arrive à faire aussi le travail pour savoir si c'est en adéquation avec ma religion et comment j'ai envie de devenir dans le futur, quoi. Et toi, Riyad? Alors moi, j'essaie d'être synthétique. Je viens d'une famille où mon père, du coup, il est chanteur en Algérie. J'ai grandi dans les deux pays. Du coup, j'ai deux visions de l'islam qui sont totalement différentes parce que franchement, l'islam, comme il est en France et au Maghreb, c'est la même chose. C'est bien sûr, c'est la même religion, mais c'est pas la même vision et c'est pas la même pratique que les gens ils ont. Donc j'ai eu cette chance-là. Pareil comme vous, j'ai pas eu des parents qui m'ont vraiment introduit à l'islam. Je me rappelle juste d'une chose, ma mère qui prie. Et en vrai, je pense que c'est ça qui a beaucoup changé ma vie. Ma mère, c'est elle qui a mis la religion dans la maison, dans le foyer, mais de manière totalement indirecte. Je sais pas pourquoi, elle a jamais vraiment cherché à nous forcer. Et d'une certaine manière, on a quand même fait ce cheminement après, mon frère, ma sœur et tout le reste de ma famille, donc mon père aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, quand j'étais très jeune, j'ai une anecdote sur ça. J'étais à la mosquée avec mon père, donc il m'a emmené une fois, et je voyais en fait tous les fidèles. Ça m'a toujours impressionné, tu vois, la religion. Je voyais les fidèles comme ça, qui étaient tous alignés autour, assis, en train d'attendre le prêche. Je dis, papa, plus tard, quand je serai grand, je vais faire prophète. Et je savais pas que à ce moment-là, tu vois, j'avais tellement pas d'éducation religieuse, je savais pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était le dernier prophète. Et mon père, en bon Algérien qu'il est, il me dit quoi? Je pense qu'il m'a pas écouté, il m'a fait Inch'Allah, Walidi, Inch'Allah. Tu vois, et donc, du coup, en fait, j'ai toujours eu, depuis que je suis très jeune, cette attirance envers Dieu, envers le divin, envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pour moi aussi, c'est la finalité. Et dans mon cheminement, du coup, j'ai été très autodidacte. J'ai beaucoup appris depuis ma chambre et tout, essayer de deviner, tac, tac, tu vois. Donc, très vite aussi, j'ai voulu faire attention aux sectes. Parce que je me suis dit, j'aimerais être comme le prophète, tu vois, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne veux pas rajouter quelque chose, je ne veux pas supprimer quelque chose, je veux vraiment être comme lui, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai été tenté de suivre le minhaj de Al-Sunnah wal Jama'a, tu vois. Et je n'ai pas la prétention de dire que j'en fais partie de manière 100%, etc. Mais en tout cas, j'aime cette méthodologie où tu es à 100% avec le Coran, à 100% avec les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière très authentique.
c'est ce qui me permet de me sentir bien dans mon développement spirituel et dans ma vie, tu vois. Et je voulais rebondir sur le travail. Ça me rappelle que mon père, il y a 1 ou 2 mois, il revient de la khutba, pas de notre ville, et il me dit oh, c'est trop bien aujourd'hui, il a parlé des paris sportifs, c'est haram, alors que personne dans ma famille est touché par ce péché, alhamdoulilah. Et je lui dis j'ai pas la prétention d'apprendre à un imam à faire son travail, parce que pour moi, j'estime que un imam, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la mosquée, les sujets qu'il traite, c'est parce qu'il sait que c'est les sujets auxquels la communauté vient lui dire « moi j'ai cette problématique » et à force, tu te dis « je choisis ce sujet-là ». Par contre, je lui ai dit « globalement, on sait tous que c'est haram les paris sportifs ». Par contre, ce qu'il aurait fallu cibler, c'est le fait qu'il y a plein de métiers traditionnels qui sont socialement valorisés et qui sont illicites. Je prends le cas de la finance et des banques. Moi, je viens de ce secteur en termes de mes études, et pourtant, c'est un métier illicite. Tout comme initialement, on se dit forcément le trading, t'es là, tu spécules sur le prix du riz au Pakistan et tout, forcément que c'est haram et tout. Mais en fait, c'est pas que travailler pour une hedge fund, donc un fonds de spéculation ou une banque de financement et d'investissement. Moi, j'avais vu le docteur Mohamed Talal Lahlou, qui est l'un des plus grands économistes marocains, qui disait dans une interview chez Darif Ton Prod, qui disait que être même secrétaire, femme de ménage ou comptable dans une structure haram comme le secteur de la finance, banque, c'était illicite en termes de salaire. Donc là où je me disais, ah ouais mince, même être hôtesse d'accueil, c'est haram, tu vois. Et du coup, parce qu'après, les banquiers qui travaillent dans des banques de dépôt, tous les jours tu signes des crédits parce que c'est des commerciales, d'accord, tu dis ok, c'est le riba et tout. Mais je me suis dit ok, en fait c'est des secteurs qui sont vraiment illicites, et c'est là où je me suis dit que beaucoup de gens dans la communauté, dont moi, on fait des études dans l'économie, la finance, les assurances, pourtant c'est illicite. Bon, à part si tu pars dans la finance islamique, et encore. Parce que même en termes de savants, et même quand tu as des grandes structures au Qatar, tu as toujours des personnes qui vont te dire, moi par exemple, je rentre dans le... Je fais partie de ces personnes qui sont fermement fermées à l'idée d'un riba, d'un crédit quelconque, là où d'autres vont l'autoriser sous certaines conditions. Et c'est pour ça que je voulais juste revenir sur le fait que le travail... Une autre chose, wallah, j'ai vraiment pas envie d'être méchante ça part vraiment pas d'une mauvaise nia, mais je trouve qu'il y a un rapport aussi au travail qui est très superficiel dans la communauté. Par exemple, il y a des sœurs, et qu'Allah fructifie leur business, qui vendent des abayas, des hijabs et tout sur les réseaux. Et je comprends, parce que déjà qu'elles veulent pas retirer leur foulard, ou qu'avec la conjoncture économique aussi, le chômage, c'est compliqué. Et elles essaient de s'en sortir. Et moi, la première, il y a des filles que, tu sais, je les vois sur TikTok, je les connais pas, j'ai peu d'argent sur mon compte, et je me dis, Meskina, je vais quand même aller lui prendre un hijab, alors que non seulement je suis pas voilée, et en plus, le hijab, tu sais, je prends une couleur au pif que je vais jamais mettre, mais il y a ce truc de je te soutiens un peu, tu vois, financièrement. Et pourtant... il y a en fait un raisonnement que je trouve superficiel. Il y a ce truc de qui dit vente de vêtements légiférés dit business halal, alors que l'écrasante majorité achète chez les Chinois Aubervilliers. C'est même Chinois qui achètent dans des usines, qui se font livrer dans des usines en Chine, et on sait que la majorité de ces usines traitent les humains et leurs salariés de façon exécrable. Et je me dis, mais où est en fait où est l'éthique derrière le mode de consommation de ces vêtements? C'est quand même des personnes qui travaillent 18 heures par jour. Si tu as le malheur de t'endormir sur ta machine de travail, t'es averti que ton salaire il va être divisé par 2, alors que déjà t'as un misérable salaire. Et c'est juste tout ça où je me dis qu'en fait, on peut pas à chaque fois se contenter de dire moi j'achète ça, je fais ma part, c'est licite, alors qu'il faut aller chercher le fond. C'est juste là où je dis que parfois, c'est un peu aussi comme... Tu sais, il y a différents courants de pensée dans la communauté. Le panorama autour de la pensée islamique contemporaine, il est très large. Et qu'aujourd'hui, les gens disent... J'en ai parlé à mon professeur en sciences islamiques, parce qu'il avait répondu à une élève en lui disant « C'est simple, aujourd'hui, c'est d'un côté la salafia et de l'autre côté les modernistes. » Je lui dis « Mais on ne peut pas résumer tout le panorama autour de la pensée islamique contemporaine en 2 axes. » Aujourd'hui, un Tariq Ramadan, dans son livre « Être musulman et occidental aujourd'hui », c'est un livre qu'il a édité il y a plus de 20 ans, mais il est toujours d'une actualité brûlante. Et lui, déjà, en résumant toutes les tendances, il t'en cite 6. Mohamed Oudihad, dans son ouvrage « L'islam et le savoir » l'an dernier, il en a cité 8. Et vraiment, il tente de résumer les tendances. Et je me dis, tu peux pas dire qu'il y a d'un côté les modernistes et de l'autre la salafia. Sachant que par la salafia, il entend le mouvement des littéralistes salafis, le wahhabisme, cette salafia contemporaine. Donc voilà, je sais pas si vous avez envie de rebondir dessus. Oui, totalement. En fait, quand tu pointais la mode, etc., c'est une influence dont je voulais parler quand tu parlais de l'influence sur nous, qu'ont les réseaux sociaux et tout. Parce que du coup, même éthiquement, ça pousse à la surconsommation, au manque d'éthique, etc. Et il n'y a pas de profondeur dans ce qu'on va faire. On va être influencé par les trends, par le fait de s'habiller d'une certaine façon. En fait, tous les créateurs de contenu
Et même les musulmans, hein, on va proposer beaucoup de choses, beaucoup de produits, beaucoup de services et tout. Et on peut vite se perdre dans ça. Et je pense que même en tant que commerçante, tu vois, on parle de modest fashion, mais il y a de la fast modest fashion. Et pour moi, en fait, c'est complètement antinomique. On ne peut pas parler de modestie en mettant derrière du fast ou du manque de recherche dans la traçabilité des tissus, autres, etc. Tu vois. Et malheureusement, ça impacte notre éthique. Et quand on oublie cette boussole-là de minimalisme et tout, et quand on oublie que l'islam, justement, vient intégrer toutes les sphères de notre vie, d'un point de vue commerce, mais nous, d'un point de vue consommateur, on peut très, très vite... Moi, je vous avais dit que j'étais coach en e-commerce. Ouais. Ce que je pousse beaucoup les frères et sœurs à pas faire, justement, c'est de rester fermé dans ce truc de un business halal, c'est forcément vendre du miel, des abayas, ce genre de choses. On a vraiment un problème avec ça, je te jure. Un peu niveler la communauté vers le bas. C'est pas, pour moi, ça nivelle pas vers le bas. Ça touche plutôt des niches bien spécifiques. Bien Toi, spécifiques. t'aimes bien le miel, toi, t'aimes bien les dates, toi, t'aimes Oui. bien ci, donc on va vendre que ça. Moi, je leur dis non. Il y a des produits, c'est halal. Tant que t'as un branding halal, t'as ce genre de choses. Tu le mets en avant, tu le mets en place. Et après, par contre, ce que vous avez dit vis-à-vis des entreprises qui sont en Chine, qui exploitent leurs salariés et tout, là aussi, il y a un travail d'éthique à faire. C'est de contacter l'usine, de lui Totalement. demander de te montrer. Moi, ce que j'ai remarqué aussi avec récemment sur certaines usines en Chine, elles prennent maintenant en vidéo leurs locaux, comment leurs salariés y travaillent, etc. Et est-ce qu'il y a plus de machines qui font de travail que de salariés? Ça aussi, c'est un point important, tu vois. Et en fait, tu peux en réalité faire ce travail-là d'éthique, mais c'est un truc qui s'apprend. Et je pense que peut-être Mizar, il pourra rebondir là-dessus. Il faut voyager, parce que être fermé en mode oui, mais si tu prends du textile ou des choses de tel pays, c'est pas éthique ou bien c'est pas de bonne qualité. Aujourd'hui, je pense sincèrement que la Chine, leur savoir-faire a dépassé celui de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement fait et refait qu'en fait, c'est devenu eux les meilleurs. Ils connaissent les erreurs, ils connaissent tout, tu vois. Ils ont tout copié, après ils ont innové sur Exactement. tous les plans. Mais en fait, Je ils ont suis les d'accord. process aussi. On se rend compte aussi que le fait d'avoir externalisé la plupart des usines de France à l'étranger ou n'importe quel pays à l'étranger, eux, ils ont réussi à développer justement ces process et ils ont réussi à se spécialiser justement dans ça. Là où nous, on perd un certain savoir-faire. Ouais, Aujourd'hui, de de fou. plus en plus, les métiers manuels, ils sont en train aussi de revenir à la mode. Et c'est parce que tout simplement, on est en train de perdre justement ce savoir qu'on avait. Et en Chine, là où tu disais justement, où tu trouves de la qualité, tu trouves vraiment des bonnes choses, tu te rends compte qu'ils vont avoir des prix qui sont vraiment compétitifs, C'est ça. avec une qualité qui est Souvent moyenne et parfois Ouais. un peu. Ouais. Mais est-ce que ça résume pas aussi le fait que les musulmans et même le monde entier parfois font beaucoup de raccourcis sur un peu tous les plans? On n'a pas envie de développer la complexité, la profondeur, donc on résume beaucoup de choses, comme tu disais. Il y a des personnes en Chine qui ont besoin de travailler et tout n'est pas à jeter, mais comme un peu dans tous les sujets. Et comme pour les réseaux sociaux, comme pour tout, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans, tu vois, la binarité. Nous, en tant que musulmans, haram, halal, et on Et on s'interroge se pas, limite quoi. beaucoup aussi. J'ai l'impression Ouais. que, comme tu as dit, en termes de commerce, ça va être du vêtement, de la nourriture halal, mais il n'y a pas forcément le halal de, food, tu sais que de c'est plus domaine développé où que vraiment on essaie de fou, pousser. je te jure. Alors qu'en allant justement, en voyageant dans les pays musulmans, on se rend compte qu'ils ont tous les services que nous, on a chez nous, mais ils vont essayer de les développer justement d'une manière où ça respecte aussi la religion. Totalement. Et c'est important de sensibiliser notre communauté au fait qu'il y ait plus d'options que ce qu'on pense. Et ouais, c'est des croyances limitantes malheureusement, mais il y a beaucoup de choses aussi qui impactent sur la manière dont on pense aussi aujourd'hui en France. Hein. Et c'est un travail à faire. Je pense que tous, on doit travailler dessus. Et aussi pour ça que c'est bien, tu vois, on parlait de l'impact des réseaux sociaux, il y a des côtés négatifs, mais il y a aussi des personnes qui émergent et qui permettent d'inspirer, de justement servir de modèle et de pouvoir influencer dans ce bien-là, de profondeur, de pousser les choses. Et... Moi, je suis d'accord avec toi sur le truc des réseaux sociaux. Ouais. Souvent, ce que les gens ils disent, c'est tout le monde peut se lancer. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a des gens, ils sont très bien à pas essayer de se faire connaître, à pas essayer de se lancer, parce que quand ils le font, justement, c'est catastrophique. En fait, c'est des codes à avoir. Nous, peut-être, on a grandi, justement, on a vu, on s'est inspiré. Peut-être, on a été beaucoup dans notre chambre aussi, et donc, on a pu essayer de faire des prévisions un peu mentales, un peu avant de se lancer. Il y a des gens, ils n'ont pas fait ce travail-là. Tu leur dis demain, ouais, lance-toi. Ils se lancent, ils ne savent même pas ce qu'il fait, tu vois. C'est ça. Je En dis, fait, tout le non. monde peut, mais est-ce que tout le monde doit se lancer? Exactement, je te jure. Mais c'est pour ça que derrière, nous, on a la chance d'être musulmans et d'avoir toujours notre niya qui est censé se renouveler sans cesse et voir en fait où est notre intention, mais pas que notre sincérité.
quelle est notre intention derrière les réseaux sociaux, tu vois. Moi, quand j'ai ouvert mon compte, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que j'ai envie d'être, quelle vision j'ai envie d'incarner, comment j'ai envie qu'on parle de moi dans 5 ans, dans 10 ans. Et je pense que c'est important de faire ce travail-là et après de ne pas se perdre. Donc, comme pour tout, de ne pas vivre trop dans le moment présent parfois et de vraiment se questionner sur qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, qu'est-ce qu'on a fait sur le futur et qu'est-ce qu'on veut transmettre aux gens parce que c'est une responsabilité incroyable. De même, et moi je tiens à rajouter un truc, parce que récemment j'ai été invitée à un podcast d'une sœur, on a parlé de la transmission du savoir islamique par les femmes, et en fait je lui disais de l'importance de tout le temps renouveler ses intentions, qu'elles soient envers Allah ou envers les créatures, parce qu'initialement, quand ton projet il est là, tu l'as fait pour Allah Azzawajal, puis dans un second temps pour la communauté, puis dans un troisième temps pour l'argent, etc. Tu sais pas si ton intention, entre-temps, elle peut switch. Parfois, c'est très léger. Et tu es persuadé que c'est toujours Dieu qui est au niveau 1, et en fait, finalement, tu le fais pour les gens. Ou finalement, c'est l'argent qui passe. Et je lui disais ça parce qu'on aime bien dire, moi qui a du coup un média musulman, on aime bien dire oh, sadaqa jariya, oh, l'héritage que tu vas laisser dans cette vie, etc. Ouais, mais si tu es atteint par des maladies de l'âme, c'est ce qui me fait le plus peur et je l'ai toujours assumé, s'il y a un petit point d'ostentation, d'orgueil, de vanité dans mon cœur, bah, Yawm al-Qiyamah, toutes ces hasanats, tout cet investissement financier, cette énergie, et bah ouais, en fait, ça peut surtout me conduire en enfer finalement, tu vois. Et pareil, si je me suis lancée sur les réseaux, donc si j'ai lancé mon média depuis 1 an et demi, c'est précisément parce que bah, on dit souvent qu'on est absent des débats. Et du coup, bah, j'ai lancé le média où je reçois une partie de l'élite intellectuelle d'Islam d'Europe. L'objectif du média, c'est un échange, c'est un endroit d'échange, de réflexion autour d'enjeux et de défis auxquels l'homme moderne est confronté, mais le tout sous un prisme islamique aussi. Ce qui fait que c'est pareil. Je me disais aujourd'hui avec Mizan TV qui est là, c'est des papas, ils ont de l'expérience, ils ont une tranche d'âge et tout, mais moi aussi j'ai quelque chose à apporter et ça n'a pas loupé, alhamdoulilah, il y a une nouveauté, il y a quelque chose, parce que tu as d'autres médias comme, et machallah, qu'Allah fructifie leur business, comme Darif Ton Prod, Jannah TV, etc. Je consomme très rarement leur contenu, mais eux, on est vraiment nichés rappel religieux. La musique, c'est haram, l'enfer, le paradis. Les médias musulmans, c'est toujours rappel, genre ça aussi, c'est un truc de fou. Ouais. Mais tu vois, mais c'est ça leur contenu. Pas. C'est ça, mais leur contenu, en fait, il est ni politisé et il n'y a pas d'engagement social impactant, tu vois. C'est ça. Et récemment, ils se sont ouverts sur la psychologie, l'éducation des enfants, etc. Après, il ne faut pas leur taper sur les doigts parce que chacun fait... C'est surtout que chacun... Il ne faut pas se forcer si tu sais que tu n'as pas les épaules pour assumer les répercussions juridiques qu'il y aura derrière. On vit quand même dans un pays où il y a le climat islamophobe. Donc, c'est chacun... Chacun fait ce qu'il peut et je reste persuadée que ce que des pères profils comme Nadar Abouanes, malgré tout ce qu'on peut entendre, même si je ne suis pas du tout cliente de ces vidéos, c'est des personnes autour de moi, quand j'entends, il a eu un impact conséquent sur des gens, sur leur foi, il a remis des gens sur le droit chemin. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer ces médias-là. C'est juste que, comme je l'ai dit, Mizan TV et moi, aujourd'hui, on est les seuls à avoir Il y a forcément d'autres créateurs de contenu, d'autres podcasteurs, mais du coup, qui ne sont pas assez connus. C'est pour ça que je ne les connais pas. Mais on est les seuls à avoir un contenu engagé, politisé, militant, religieux et lié à l'islam. Et ça aussi, c'est compliqué, d'ailleurs on va en parler, en termes de partenariat. C'est difficile de trouver des financements. Moi, pendant chaque fois que je croise des abonnés, tout le monde pensait que j'étais chez Darif Ton Prod. Ils me disaient, t'as des grosses prods, toi. Je leur dis, mais voyez bien que c'est écrit chez Hanan, c'est pas écrit Darif Ton Prod. Ils me disaient, ouais, mais on pensait qu'ils t'ont laissé en Inde des Zama et tout. Mais que c'est... Et après, ils m'ont dit, ok, il y a d'autres personnes qui m'ont dit pas Darif Ton Prod, mais dis-toi, il y a des grosses structures derrière toi. Je leur dis, bah, mesquine, alors là, il y a que moi et parfois mon père et mes sœurs qui me donnent l'argent. Ouais. Je suis toute seule. Et j'en parlais avec le patron d'une grosse agence d'influenceurs que j'ai rencontré lors d'un événement de Podcast Awards. Et je lui ai dit, écoute, je suis pas dupe. En me lançant, je savais très bien que les marques, elles ont pas envie de s'associer avec moi. Et il me dit, ok, viens, je te prends et je te mets avec L'Oréal. Jure. Et je l'ai refusé cash. Je lui ai dit cash, ouais, tout de suite, il vient, il me dit, je te prends. Et déjà, il me dit... Il a pas compris le thème. Non, déjà, il me dit, t'as tout dit, t'as un profil hyper compliqué à caser. Et il me dit, en plus, ça se voit que t'as pas envie de travailler. Il me dit, il est super sympa. Il me dit, ça se voit que t'as pas envie de travailler avec des marques de muscles. Et j'ai dit, bah oui, ok, c'est vrai. Et je lui dis, et en fait, il vient, il me prend L'Oréal, grosse boîte et tout. Et le pauvre, il essaie vraiment de me trouver une alternative. Et je lui disais, par contre, dès que j'ai dit non,
il a tout de suite souri en comprenant, parce que je lui ai dit, L'Oréal, c'est top 10 des entreprises qui investissent le plus sur le territoire colon. Pareil pour BNP, où je bosse plus là-bas et tout, tu vois. Donc après, c'est une question d'engagement, c'est toi et ton éthique. Mais ouais, c'est pour dire que c'est compliqué de se faire financer, d'avoir des partenariats et tout. Ah ouais, en tant que... Mais parce que tu sais, le business musulman actuel, il est en plein développement. En vrai, c'est là où peut-être, je le dis aux gens qui nous écoutent, loupez pas le scotch, parce que même si j'ai dit, bon, lancez-vous pas sur les réseaux sociaux, par contre, instruisez-vous énormément sur ce qui se passe sur Internet, parce qu'il y a de l'argent. Nous, au niveau de la communauté musulmane, on a l'impression d'être en avance. Pas du tout. On est très, très, très en retard. Et là-dessus, en fait, il y a un gros effort à faire au niveau de l'éducation digitale, parce que notre communauté, ils ont peur, quoi, tu vois. Tout le temps, on parle du haïn. Oui, on est un peu en retard. Tu sais, genre, on va tout le temps on va tout le temps te lister plein de trucs pour pas que tu le fasses, alors qu'il faut que tu le fasses. Et justement, pour nous, les créateurs de contenu, tu vois, moi, j'ai travaillé avec beaucoup de marques musulmanes et tout, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a du financement. Par contre, il n'y a aucun suivi, il n'y a aucun pont entre les deux. Et ça reste quand même... C'est pas des financements à la Inoxtyle, Michou, etc., où ça va être des dizaines de milliers d'euros qui vont être mis sur une seule vidéo, évidemment. Mais déjà, c'est déjà là, tu vois. Et il faut que ça se développe. Mais Absolument. tu touches un bon point par rapport à l'argent. Justement, moi, je trouve que c'est très tabou dans notre communauté. Trop. Et l'individualisme a aussi infiltré nos sphères. Donc, les personnes qui ont cette avancée-là d'éducation financière, qui ont les financements aussi, etc., ne s'associent pas à d'autres personnes pour créer une vraie communauté Exactement. élevée financièrement et dans le commerce, etc. C'est ça, on est trop individualiste. Moi, C'est par ça. exemple, quand j'ai lancé mon média, je cherchais absolument un étudiant en sciences pour valider à chaque fois mes vidéos et tout. Au moins, tu vois, c'est le minimum. Et j'ai trouvé personne. Et pas parce qu'il y avait personne, mais parce que quand un étudiant en sciences il va se lancer, il va vouloir se lancer pour lui-même. Tu vois. Et voilà, c'est un peu triste, mais d'une certaine manière, ce truc-là individualiste qu'on a alors qu'on est censé être une communauté, toi, tu as des forces, moi j'ai des forces en marketing, toi, tu as des forces en sciences religieuses. C'est là où il faut, tu vois, s'associer en quelque sorte. Mais le problème, c'est l'aspect pécunier. Il est trop mis en avant dans notre communauté. Et les gens, ils se disent pas... Là, je fais juste une parenthèse rapidos. En gros, on nous a trop bassiné avec les... Quand je dis bassiné, c'est pas à tort, tu vois. Avec les histoires des pauvres. Oui, lui, il était pauvre, mais regarde, Allah, il était avec lui, etc. Et c'est vrai, les pauvres, c'est ceux qui vont avoir le plus ce seront les plus nombreux au paradis. Ça, c'est une réalité. Néanmoins, on est dans une réalité aujourd'hui sociale où si t'es pas riche, regardez ce qui se passe avec nos frères et sœurs. Tous les jours, on est obligé de cracher de l'argent, de donner des dons, etc. Si t'es pauvre, tu peux même pas les aider. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on évolue sur cet esprit-là. Il faut vraiment qu'on soit en mode entrepreneur. Ça y est, il faut qu'on prenne les devants. On a trop laissé les autres pris les devants au niveau business et tout. Et toutes les communautés, elles sont en avance par rapport à nous. On ne peut plus rester derrière comme ça. Surtout que même le marché du halal et même les fast-food, dès qu'ils atteignent un certain niveau, ils sont rachetés par des non-musulmans. Merci. Même le marché islamiste, il n'est même pas tenu par Les nous. médias aussi. Mais c'est abusé. Franchement, c'est là où tu te dis, mais normalement, j'entends le fait qu'au bout d'un moment, tu vois qu'on propose un chèque alléchant et tu te dis, bah, j'ai une famille, j'ai des enfants, je peux leur faire ça, mais tu es obligé de penser communauté. Ouais. Et c'est là où je dis qu'après moi, j'ai quand même envie de rebondir sur vos propos. J'entends que la communauté, mais moi, les personnes qu'il y a dans ma sphère, dans mon écosystème, les intellectuels que je côtoie, etc., c'est pas des personnes qui pensent à l'aspect pécunier. Vraiment, ils ont donné énormément des années pour la communauté. Et au contraire, et en plus, j'ai l'impression que beaucoup de personnes vont souvent taper sur les doigts de la communauté. Il y a des gens qui travaillent depuis des années sur des projets qui, malheureusement, n'ont pas pu voir le jour. Que ce soit des banques en finance islamique, que ce soit des associations, des structures politiques, que ce soit... Il y a énormément de choses où dès que l'association ou une structure atteint un certain niveau, elle est dissolue aussi par l'État. Il y a aussi beaucoup de bâtons dans les roues. Ouais. Mais de là à dire que la communauté ne fait rien, je pense pas. J'ai même plus le nom des sœurs, mais j'ai déjà vu passer sur Instagram des sœurs qui justement sont dans le secteur de la finance et de la comptabilité, des experts comptables, qui ont des programmes pour aider à l'éducation financière des sœurs. Oui, tu vois, donc il y a beaucoup de choses, c'est juste que les gens ne donnent pas assez de force. Et en fait, on a l'impression que forcément, si tu n'es pas connu sur les réseaux, tu te dis, il n'y a personne dans la communauté et tout ça. Maintenant, on ne peut pas enlever l'aspect individualiste. D'ailleurs, les intellectuels parlent même d'une révolution hyper individualiste qui a eu lieu dans les années 60-70. Entre-temps, les années 2000 avec l'émergence d'Internet, les années 2010 avec les réseaux sociaux, je ne sais même plus à quel niveau on est d'individualisme. Au point où même notre foi est vécue de façon individualiste. Alors que notre foi doit servir de rayonnement social, on doit être un exemple pour les autres. Tu voulais dire quelque chose, Misa ? Non, c'est juste ce que j'allais dire, c'est que justement sur l'individualisme, j'ai l'impression que c'est
pas forcément que certaines personnes tentent pas d'aider la communauté, mais c'est aussi que la communauté, elle n'arrive pas à rendre ce qu'on leur donne. Il y a beaucoup de projets, justement, comme tu dis, qui ont été court-circuités. Et parfois, il a été court-circuité au sein même de la communauté. On n'a pas donné de la force, ou bien on n'a pas cru en tel projet. Et j'ai l'impression aussi qu'on a beaucoup ce truc-là de critiquer dès qu'il y a quelque chose de nouveau. Facile, ouais. Alors que souvent, c'est pour nous, en soi, c'est quelque chose qui pourrait vraiment beaucoup apporter. Et moi, je l'ai remarqué sur un partenariat que j'avais fait, justement. Et c'était par rapport à une banque islamique. Et en fait, ce moyen de paiement-là, en soi, il est censé respecter aussi nos valeurs, mais il est censé aussi nous apporter quelque chose de bon dans la vie de tous les jours, parce que ça nous coûte moins cher, etc. On est moins à même à payer des frais, etc. sur nos dépenses. Et tous ces projets-là, là, j'ai parlé d'un domaine, on va dire, qui est bancaire, mais sur d'autres projets aussi, il y a plein de choses, je pense, qui ont été mises en place, comme tu l'as dit, mais qu'on n'a pas forcément accepté ou qu'on n'a pas aidé. Et au sein de notre communauté, parfois, c'est compliqué. Hein. Je ne sais pas ce qu'il faut justement pour pouvoir faire changer les mentalités, mais à mon avis, sur chaque personne de manière individuelle, on a ce devoir-là de repenser aussi ce qu'on accepte, de repenser aussi notre manière de voir les choses par rapport à la religion et aux commerces qui sont lancés. Parce que... Tu sais, toi, ce qui est bien, c'est que dans ton contenu, tu voyages. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté musulmane, ils ont toujours grandi au même endroit, ils ont fini par se marier au même endroit et prendre un appartement au même endroit. Ils n'ont jamais voyagé. Et je pense qu'en vrai, l'ouverture d'esprit, ça passe par là. C'était quoi déjà le dernier pays que tu avais fait? La Chine. La Chine. Ouais. Non, et la Chine. Après, la Chine, c'est compliqué sur certains aspects, mais Ouais. tu te rends compte que même là-bas, ils ont une pratique de l'islam qui reste en adéquation. Et justement, le côté communautaire, là-bas, il est hyper présent. Par exemple, la communauté, oui, dès qu'ils veulent lancer un business, parce qu'ils sont, comme on les voit quand même, c'est quelque chose de visible, ils s'en cachent pas. Et la religion, c'est pas quelque chose de bloquant ou de limitant forcément pour eux. Ils vont s'entraider, ok, telle personne veut lancer un business, on va l'aider, on va tous essayer de mettre un petit peu d'argent, il va se lancer et on va aller consommer chez lui. Ou bien, telle personne a besoin de ces informations-là, on va lui donner pour pouvoir l'aider à se lancer. Et ce côté-là communautaire, en réalité, dans les endroits où justement on nous bloque le plus, c'est là où justement ces personnes sont le plus soudées et cèdent au maximum. Donc je te reviens, par rapport à ton propos, je te rejoins sur... Tu sais que c'est ce que tu viens de dire là, c'est exactement ce que je disais à certains de mes étudiants. Je leur disais, si toi, demain, tu démarres un business, mais que tu n'es pas capable de ramener autour de toi, alors que tu as genre 20 ans, 25 ans de vie, 30 personnes de ton entourage pour venir et t'acheter un truc, c'est pas normal, tu vois. Moi, je me rappelle en fait, souvent, quand les gens ils vont ouvrir un commerce, ils vont jamais en parler ni à leurs proches, ni à leurs cousins, ni à leurs amis, ni à personne. Ils vont juste ouvrir leur commerce et lancer le truc. Et ça, déjà, je trouve qu'il y a un problème. En dehors de ça, j'avais vu une vidéo, une fois, c'était un commerce, un nouveau fast-food qui avait ouvert en Algérie. Le gars avait littéralement invité 150 personnes, c'était que son environnement. Il y a tellement eu d'engouement autour de son restaurant du premier jour qu'en fait, ça fait que de débiter. Les gens, ils se posent des questions et tout. Et c'est vrai que le soutien, du coup, c'est extrêmement important quand tu lances quoi que ce soit, en fait, n'importe quel projet. Bien avant le mouvement de boycott par rapport aux événements du 7 octobre, initialement, avec ma mère, on était déjà un peu dans ce mood de... par exemple, tu as un McDo et tu avais... c'était à Saint-Denis, je me souviens que tu avais un McDo et en face, tu avais un truc qui s'appelait Big M ou je sais pas quoi. Et je lui ai dit, OK, il n'y a personne, peut-être que c'est pas bon, t'inquiète. OK, peut-être que c'est pas bon, mais viens, on donne de la force à des entrepreneurs comme ça. C'est un peu comme Starbucks. Pareil, je consommais pas initialement. J'ai dû manger une seule fois là-bas, bien avant les événements du 7 octobre. Et je lui disais, viens, on donne de l'argent à des coffee shops, des personnes. En fait, à partir du moment où tu as une chaîne, c'est que qu'Allah pour toi, tu vois. Même dans l'économie de Macron, tu arrives à ouvrir un deuxième, troisième commerce. Qu'Allah fructifie ton business, mais non, on donne de l'argent aux personnes qui viennent de commencer et tout, surtout quand ça vient de la communauté musulmane. On n'a pas beaucoup de temps, ça passe très vite. Du coup, on va partir sur un autre sujet, à savoir celui du climat islamophobe et de la hijra. Il y a beaucoup d'intellectuels et d'écrivains qui estiment et qui affirment que les acteurs numéro 1 de la fabrication de la peur et de la diabolisation autour de la religion musulmane ne sont autres que les médias mainstream, avec une volonté avec une volonté à ce que les personnes victimes d'islamophobie finissent par elles-mêmes se sentir responsables et se stigmatisent et se mettent à l'écart d'elles-mêmes. Il y a
il y a de nombreuses personnes, encore une fois de nombreux intellectuels, musulmans ou non, qui affirment qu'il y a une politique de répression qu'exerce l'État français spécifiquement à l'égard de la communauté musulmane, en ciblant ses structures, ses institutions, ses représentants et même ses leaders. On a eu plein d'exemples d'imams qui ont été persécutés après avoir pris position pour le peuple palestinien. On leur reproche d'être la conscience éveillée d'un peuple opprimé. On le voit avec des associations, récemment Urgence Palestine qui a été dissolue. On le voit avec des comptes bancaires de plusieurs militants et imams qui sont bloqués, même pas de quoi se défendre avec un avocat. Et on voit aussi avec l'explosion il y a une croissance exponentielle autour des agressions physiques effectuées sur les femmes voilées. On voit des tags musulmans devant des mosquées. Il y a quelques mois, il y a une mosquée en France qui a même été brûlée. Et sans oublier, bien évidemment, l'attentat de notre défunt frère Abou Bakr, rahimahullah. Et c'est justement ce climat islamophobe qui fait que de nombreuses personnes, de plus en plus de musulmans, se mettent sérieusement à réfléchir à la hijra. Quelle est votre position? Et je vais commencer par toi, Misa. Je pense que mon avis, c'est probablement l'avis de la plupart de la jeunesse musulmane en France, mais j'ai l'impression que c'est aussi au-delà du fait d'être musulman, la jeunesse en France, c'est devenu invivable, même sur un aspect psychologique et mental, comment on se sent en France. Et le climat en France, actuellement, il est difficile, je pense, à vivre. Donc, d'autant plus pour nous, musulmans, c'est de plus en plus compliqué. Et moi, je vais le donner mon avis sincère, je ne me vois plus vivre actuellement en France. Certes, c'est difficile parce qu'en fait, on se rend compte qu'à l'étranger, ils vont privilégier aussi les personnes de leur propre population, là où en France, on ne le fait pas. Et c'est compliqué d'aller autre part, mais c'est aussi compliqué de rester. Et je pense que c'est même plus compliqué de rester actuellement en France. Donc, par rapport à si j'ai envie de fonder une famille, avoir une femme voilée en France, c'est compliqué. Avoir des filles voilées en France, c'est compliqué. Avoir des enfants qui vont avoir du mal à trouver un travail, c'est compliqué. Et toutes ces thématiques-là qu'on est forcé aussi de réfléchir avant de vouloir avancer dans sa vie, eh ben, c'est quelque chose qui pèse. Et je pense sur le musulman de manière générale, c'est un climat, je pense, en France qui nous force à penser la hijra, dans un sens où un pays musulman, on va avoir des aspects de la religion forcément qu'on n'a pas ici, que ce soit l'appel à la prière, que ce soit le fait de se poser la question de si c'est halal ou pas. Et non, je me pose de plus en plus la question juste de quel pays surtout. Ouais, c'est ça, parce que j'allais dire juste avant de passer à la vie de Riyad et Anya, toi qui, machallah, voyage beaucoup, allez regarder son contenu en Norma Bali qui est très bien et ses vlogs. Merci. Sans dire le pays, mais est-ce que tu as un top 5 de pays que tu conseillerais? Déjà, je suis d'origine marocaine, donc forcément, le Maroc, il est dans mes objectifs. J'adore, il fait les bacs. Comme on a Skyrock ici. Ouais. Donc ouais, le Maroc, forcément, il est dans les choix de pays où je me verrai y vivre. Après, il y a des pays du Moyen-Orient où on va dire la qualité de vie, la sécurité, etc. C'est des points qui sont importants. Et ensuite, en Asie, je pense, on a tous cette image-là de la Malaisie où forcément, même si il y a des choses qui sont bonnes et mauvaises, parce qu'il faut savoir aussi que la Malaisie, c'est pas musulmane autant que ce qu'on pense. C'est musulman à 60%. Le reste, donc, c'est partagé entre les Chinois et les Indiens. Donc l'hindou, et après il y a aussi le confucianisme, il me semble. Mais donc la Malaisie, c'est musulman à 60%. Malgré tout, étant donné que le gouvernement il est musulman, on n'a pas trop de problèmes à pratiquer sa religion, à vraiment se sentir bien là-bas. Donc la Malaisie, comme j'ai dit, Maroc, Moyen-Orient, Malaisie. Et après, ça va paraître bizarre, je sais, mais même si c'est pas un pays musulman, je sais que j'aimerais bien faire une partie de ma vie au Japon. C'est bizarre, hein, mais le Japon, c'est un endroit où je me suis senti bien dans ma pratique religieuse. Ah ouais? C'est intéressant, ce que tu dis. Je sais pas, mais en fait, j'ai l'impression que le peuple japonais, de manière générale, je sais, il y a beaucoup de dessous aussi à la société qui font que c'est pas en 3 mois que je vais savoir comment le pays tourne. Mais en fait, la manière dont les personnes agissaient et la manière dont moi, je me sentais vis-à-vis de ma religion, je me suis senti bien. Après, forcément, j'ai pas fait une assez longue période, donc plusieurs années là-bas pour vraiment me faire un avis sur la question. Mais je pense que ça me dérangerait
pas de faire une petite partie là-bas. Donc, il y a des écoles privées musulmanes, il y a des collèges, lycées, il y a beaucoup de choses. Et ouais, non, sur la pratique religieuse, on va dire, eux, ils sont beaucoup aussi dans l'individualisme. Donc, toi, tu as ta vie, j'ai la mienne. Tant que tu rentres pas dans la mienne et que tu n'interfères pas avec ma manière de vivre, c'est pas dérangeant. Et moi, c'est un mode de vie qui me correspond. J'ai pas besoin de rentrer dans leur vie ou que les gens rentrent dans la mienne. Donc voilà, je pense que C'est intéressant. Et toi, Riyad? Ben, du coup, rapidement, je rebondis sur ce que tu dis sur le Japon. C'est réel. Parce que moi, quand j'étais jeune, je voulais aller faire dawa là-bas, donc apprendre la langue japonaise et faire dawa là-bas. Et en fait, j'ai compris que eux, ça sert à rien de leur faire dawa sur le comportement, parce que le comportement, justement, ils l'ont déjà. Et c'est peut-être pour ça que tu t'es senti bien là-bas. Et en général, ça va être beaucoup plus des questions de tawhid, parce qu'en fait, ils idolent beaucoup les êtres humains, les jeux vidéo, les trucs comme ça. Et tout. Ils ont plus un problème d'idolâtrie. Bon, c'est une parenthèse. c'est hyper compliqué sur Ouais, ça. Non, je suis d'accord sur ça, c'est compliqué. Et par contre, du coup, l'islam, c'est la première religion qui avance le plus vite là-bas. Ouais. Ouais, même au Brésil, même, ouais. Et du coup, pour vous reparler par rapport à ce que je pense, ce que tu disais sur les médias, je pense sincèrement qu'il y a cette pression qui est mise sur la population musulmane, parce que si nous, on s'émancipe, on va les remplacer. Quand je dis on va les remplacer, je parle des patrons et des gens qui sont derrière ces choses-là. En tout cas, c'est leur plus grande peur. Que des gens honnêtes, que des gens bien et tout, prennent les rênes. Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi je te dis ça? Parce que ça dérangeait pas avant, quand Selma, c'était elle qui venait nettoyer le bureau, mais maintenant que sa fille, elle a fait des études et elle va passer cadre, là, elle dérange et là, il faudrait qu'elle rentre chez elle, tu vois. Donc, on avait besoin de ta mère quand elle savait nettoyer le sol, on n'a pas besoin de toi maintenant que tu vas nous gérer, tu vois. En fait, il y a vraiment ce problème-là que moi, j'ai remarqué, qui est récurrent. Et c'est pour ça qu'en fait, je dis, il faut pas hésiter à vous émanciper. Et franchement, honnêtement, ce climat de hijra, il est bon. Pourquoi? Parce que travaille pas pour un pays qui peut vous descendre, quoi, tu vois. C'est à la fin, même si nous, on aide ce pays-là à s'élever, on va l'aider à s'élever, mais on ne tiendra jamais le truc en soi. Donc s'ils ont envie de se retourner contre nous, ils le feront en fait. Et ils le feront avec quoi? Avec les outils que toi, tu leur as apportés. Donc non, tu vois. Moi, je veux faire ma hijra. Et Ok. pareil pour les pays? Pour les pays, waouh. Et moi, l'Algérie, mon coup de cœur, mon pays natal et tout. Maroc aussi, c'est bien. En fait, Maroc, c'est bien pour la communauté francophone. Si par exemple, vous avez beaucoup de mal avec l'arabe, je pense que Maroc, c'est super. Dubaï aussi, pareil. Il y a des quartiers. Donc, il y a aussi il y a ce côté occidental, si jamais vous n'avez pas envie d'être dépaysé, je dirais. Sinon, après, au Moyen-Orient en général, c'est vrai que ça se développe plutôt bien. Et puis Kuala Lumpur, le rendez-vous de tous les influenceurs français musulmans. C'est là-bas qu'on va tous aller. Tous les ingénieurs, ils se font là-bas. Je te jure, on est d'accord. Mais attends, les prix, Ouais. j'ai vu des duplex. Moi, Ouais. je ne suis jamais allée en Asie, à part si la Turquie, ça compte, il y a une partie de l'Asie. Mais il y a des duplex en Thaïlande ou en Malaisie à 600 € avec piscine, salle de sport. Ouais. Ici, des F3, F4 au SMIC. Ouais. Tu vois, donc là aussi, tu peux le comprendre, le cadre de vie et tout. Ok, et toi, Anya? Déjà, sur ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'au-delà même d'être musulman et de vouloir partir, il y a l'aspect très anxiogène sur le point citoyen, financier, etc. Donc la crise du logement, enfin, il y a tellement de choses par rapport aux inégalités sociales. Même sans être musulman, on a beaucoup moins de chances quand on vient de classe populaire, etc. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, moi, j'ai toujours été partagée. J'ai vécu dans plusieurs pays. J'ai fini mes études, je suis partie habiter 2 ans à Dubaï, j'ai habité au Canada pendant 1 an et demi et j'ai beaucoup voyagé. Et quand je voyage, j'ai toujours ce truc-là, pareil, de pas surconsommer ou de voir mes voyages comme une checklist. Donc, rester longtemps dans le pays, apprendre, voilà, et pour voir si je m'y sens bien pour une potentielle expatriation, tu vois. Mais j'ai toujours été tiraillée entre est-ce qu'on reste? Parce que justement, il y a des gens qui pourront pas partir. Tu vois, tu disais, voilà, on part et voilà. Et du coup, on a besoin des gens qui sont diplômés, surdiplômés, etc. ici. Il y avait le livre, tu sais, La France, tu l'aimes ou tu la quittes, la grande enquête sur la diaspora musulmane. On a vu que les gens qui partaient le plus, c'était les surdiplômés. Justement, parce qu'ils ont les capacités, entre guillemets, de le faire. C'est moins risqué, ils ont les diplômes, ils peuvent postuler à l'étranger et tout. Et du coup, je me disais, en fait, si tout le monde part, comment on inspire, comment on ouvre la voie? Moi, quand j'ai commencé à travailler en France, dans un cabinet de conseil, c'est un peu raciste, mais en gros, ma manager, elle me disait, je sais pas le sous-entendu, mais il en faudrait, genre, il faut qu'on en embauche plus des gens comme toi, tu vois. Mais au début, on a commencé, on était, et des personnes racisées aussi et tout, même si j'aime pas trop ce mot, on va dire issues des minorités. Et après, ils ont voulu faire une politique inclusive. Et au départ, on était 1, 2, 3, 4. Et ça a ouvert la voie à beaucoup de femmes musulmanes qui pouvaient pas travailler avec leur voile, tu vois. Et si peut-être qu'on l'avait pas fait, ça resterait encore dans ce truc-là de on exclut, on est fermé. C'est comme les médias. Plus on va surexposer à des choses,
de la diversité sur tous les plans, plus on va dire on va se familiariser avec ça, on va banaliser la chose, donc on va pouvoir voilà. Donc il y a cette partie-là de moi qui fait que je rentre très souvent. Tu vois, par exemple, mon association, je peux pas faire ça à distance, et du coup moi j'ai besoin d'être active sur le terrain. Et il y a la partie, ouais, mais je veux aussi penser à moi. Le climat, il est trop anxiogène. Quand je rentre le soir, bah, je suis déprimée. S'il y a quelqu'un chez moi qui regarde la télé, il y a voilà, des choses tu vois, qui sont reloues pour nous. Et quand je suis à l'étranger, je regarde pas Twitter, j'ai pas les infos. Parfois, mes parents, ils m'appellent, ils me disent « Ouais, t'as vu Macron ?» J'ai dit, franchement, je suis pas au courant. Je suis plus connecté. Voilà, et la vérité, je suis très bien comme ça, même si je sais qu'on a un devoir citoyen. Des fois, on me parle de choses et on me dit « Ania, est-ce que tu as un avis sur ça ?» Je dis « Je suis très honnête, je me suis pas renseignée sur la question. » Et peut-être que c'est pas bien, mais en tout cas, moi, ça me préserve. Et j'ai besoin aussi de me préserver pour être active à mon échelle à côté, tu vois, sur les petites choses. Donc, je suis partagée dans tout ça. Je sais que je ne peux pas rester en France très longtemps. Là, je suis revenue... moi, j'étais à Bali. Oui, je sais. Gros coup de cœur pour Bali. Et pourtant, ce n'est pas musulman. Et les gens, ils ont une image de plein de pays qu'ils n'ont jamais fait, où il y a aussi les personnes, et même musulmanes, qui te disent « Ici, on vit très bien ». Qui me disent « Mais je ne comprends pas pourquoi tu te sens mal. Moi, je me sens très bien ici. » Et je leur dis « Vous vous sentez bien parce que vous n'avez pas encore testé ailleurs. » Mais quand tu testes ailleurs, tu te rends compte de la sérénité que tu as, des gens qui sont open-minded, genre de fou. Et on a ce vivre ensemble, même quand on est dans un pays non musulman, tu vois. À Bali, les gens, justement, c'est l'hindouisme, le bouddhisme, le confucianisme. Mais tu te sens tellement... En fait, tu te sens trop bien, tu te sens chez toi. Tu te questionnes pas sur comment tu vas t'habiller, sur comment la personne, elle va te recevoir, si on doit demander ou pas. Vous avez vu comment on s'auto-censure dans les restos juste à demander si c'est halal, alors qu'on dérange personne. Genre, en gros, ça l'est pas, tu vois. Mais on a peur. Des trucs tout bêtes aussi, je sais pas, vous les hommes, parce que je sais que vous vivez pas la même réalité qu'une femme. Moi, je disais à un ami, ouais, je cherchais un médecin, et donc il m'en conseille un médecin traitant, et je lui dis, ok, est-ce que tu sais s'il est genre raciste, islamophobe et tout? Il me dit, je lui dis, mais oui, genre, je suis une femme, je suis musulmane, je porte le voile, bah, je dois me renseigner sur ça, en fait. Si j'arrive et que la personne, elle me répond d'une manière virulente ou quoi, il y a des trucs comme ça. Pareil dans les vêtements. Genre, des fois, mon frère, il va me dire « Ah, ça, c'est trop beau, achète ». Je lui dis « Bah non, genre, c'est pas possible. » Je dis « Ah ouais, c'est vrai. » Je lui dis « Bah non, faut que je rajoute ça, etc. » Tu vois. Donc, on a ces problématiques-là que aussi, parfois, les hommes n'ont pas, donc ils comprennent pas pourquoi on veut bouger. Et moi, la première fois que je me suis expatriée, c'était à cause du travail, justement, parce que j'avais galéré à trouver un stage de fin d'études. Et pourtant, c'est vraiment sans... je trouve que encore plus quand on est musulman, quand on a des forces, faut le dire, tu vois. Donc, je suis pas modeste par rapport à ça. Je suis très forte à l'école, j'ai un bon diplôme. Voilà. Modeste dans le métier. J'avais tout ce qu'il fallait. Les orales, je les fume, tu vois. Les entretiens, etc. Les oraux, d'ailleurs. Mais j'ai pas trouvé de stage pendant longtemps. Et j'en ai trouvé un à la fin, mais je me suis dit, OK, c'est chaud. Donc, je suis partie aussi pour gonfler mon CV à bloc, pour avoir des expériences de fou. Et quand je suis revenue et que j'ai cherché du travail, donc je suis revenue du Canada, j'avoue que mes entretiens, ils se sont passés d'une autre façon. Et que je pense qu'à un certain moment de compétence, il y a quand même des portes qui s'ouvrent. Donc moi, je dis aussi aux filles, visez l'excellence, faites-vous un CV ici d'abord avant de partir et soyez ambitieuses parce qu'il y a quand même des choses à faire, même s'il y a des portes qui sont fermées, tu vois. Je suis complètement d'accord. Moi, je pense qu'à un moment, ils veulent pas de toi, je parle même dans les médias ou peu importe, mais il y a un moment où, c'est même pour les partenariats et tout, il y a un moment où tu feras tellement de stats que tu seras inévitable pour ces marques et elles vont se plier. Ça me fait plaisir parce que je pensais que vous les trois, vous allez tenir une position de hijra à tout prix. Là où moi, j'en ai discuté avec des intellectuels et on n'était pas en accord. Eux visaient absolument la hijra. Là où moi, j'étais nuancée. Je leur expliquais justement que l'objectif, c'est absolument pas de faire culpabiliser tous ceux qui nous écoutent, qui ont envie de faire une hijra, surtout ceux qui ont des enfants, etc. C'est pas ça l'objectif. Mais moi, je trouve qu'il y a une partie de moi qui me dit que, et c'est comme ça que je le ressens, j'ai l'impression que je vais abandonner tous ceux qui n'ont pas les moyens financiers, intellectuels, académiques, de pouvoir partir. Et du coup, on va les laisser ici avec le climat islamophobe, sans comprendre les rouages de la politique, sans comprendre l'histoire du jacobinisme, sans comprendre l'histoire de la République, sans comprendre est-ce qu'on vote pas, qu'est-ce qu'on fait, les engagements, le militantisme, toutes ces choses-là. Je me dis, on part.
Et on les laisse, sachant qu'il y a des gens qui ont... Moi, j'ai une amie, elle est algérienne marocaine, toute sa famille est en France, ses grands-parents, tout le monde est ici. Je me suis dit, mais en fait, même si elle part, toute sa famille est ici. Et c'est... Voilà, donc l'objectif, c'est pas de les faire culpabiliser, mais c'est juste de dire qu'il faut aussi prendre en compte ça. Le fait que si moi, j'ai un média aujourd'hui, alors qu'on soit clair aussi, je sais que partir n'est pas forcément synonyme de fuite, tout comme rester en France n'est pas forcément un acte de résistance, mais... C'est comme ça que je le prends. Et je me dis, mais si je pars maintenant, je laisse tous ceux qui vont faire face à des climats islamophobes. Il y a des grosses émissions avec des gros intellectuels qui vont arriver sur des thématiques comme la politique, l'intelligence artificielle, le mouvement du transhumanisme. Si je me positionne pas, sachant que mon parti pris, c'est pas juste de faire du journalisme où je pose des questions, j'ai un vrai positionnement, même sur des sujets clivants et sensibles. La communauté a besoin de s'identifier et de se dire... Parce que l'objectif de toutes mes émissions, et j'en ai abordé des questions sensibles, ça n'a jamais été que les personnes se disent « Ok, je suis trop d'accord avec toi ». L'objectif, c'est juste que ça pousse les gens à la réflexion. Qu'ils se disent « Tiens, j'avais pas vu cette question sous ce prisme-là ». Ou « Tiens, souvent, ce qu'on me dit, c'est « Merci pour la bibliographie ». On va aller se pencher sur ça. Et en fait, c'est juste ça. Je me dis, on a besoin de profils qui ont les épaules pour assumer, de se montrer publiquement comme ça, d'assumer... même si moi, mon délire, c'est pas du tout d'aller sur les plateaux télé, etc. Mais on a besoin de profils qui font un peu peur aujourd'hui à certains médias, des personnes qui se disent elle a peut-être un peu trop, c'est ça, elle a peut-être en fait compris tout l'histoire. Qui prennent leur place. Tu sais, t'as toute l'histoire de la déchristianisation de la France. Il faut comprendre aujourd'hui que l'islam représente le dernier rempart à l'Europe et surtout à la société française. Le fait qu'aujourd'hui, on nous dit que Dieu revient au statut du mythe, alors que les premiers, ce sont des personnes qui savent que Dieu existe bien. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a... Ces personnes ont besoin de nous, de tous ces intellectuels qui sont dans l'ombre, qui sont écrivains, qui ont des instituts et qui ne se montent pas spécialement dans des plateaux télé. Et du coup, c'est pour ça qu'on doit avoir nos médias. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, il n'y a que Mizzen TV et moi qui se positionnent sur du contenu engagé, politisé. Je ne sais pas s'il nous reste encore un peu de temps, mais tu sais ce que je voulais rebondir par rapport à ça, c'est... moi, ce qui me fait peur au niveau de la hijra, c'est que si on part tous, l'ennemi ne sera plus à l'intérieur, donc ils vont aller le chercher en dehors. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Vraiment, moi, j'ai remarqué un petit peu, surtout avec Twitter, qu'il y a un retour de l'esprit colonial qui est énorme. Genre, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a des trucs qui font vraiment peur sur les réseaux sociaux. On n'est pas considéré en tant que musulman, en tant qu'arabe, comme des êtres humains. C'est l'impression que j'ai. Et du coup, j'ai vraiment cette peur, des fois, de me dire, ouais, ok, mais c'est vrai que si demain on fait tout ça la hijra, je suis sûr qu'ils vont aller nous chercher. Ils vont venir, ils vont aller en dehors de leur pays, ils vont venir nous saouler là où on est. Tu vois. Ils le font déjà, en fait. Tu vois. Ils le font déjà, comme par exemple, eux, ils n'ont pas la trace carbone la plus impactante dans le monde, mais ils vont aller dire au Qatar, ouais, vous mettez des climatiseurs dans vos stades, alors qu'il fait quand même 40 degrés là-bas, tu vois. Ah, vous êtes contre l'écologie, contre ce genre de choses et tout. Genre, tu vois, il y a ce côté-là où je me dis aussi, par rapport à ce que vous avez dit, il y a des gens qui vont être là, qui ont besoin d'avoir un accompagnement ici, et ça, c'est vrai. Donc, c'est vrai que ça rend le sujet beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus touchy. Mais en soi, je pense qu'il faut faire confiance à Allah avant toute chose, tu vois. Et voir ce qui est le meilleur pour chacun. Parce que si toi, par exemple, être en France, ça ne t'aide pas à t'épanouir religieusement, moi, c'est là où je recommande de partir, tu vois. Alors que si tu penses que tu as encore des affaires à régler, règle-les et pars. Mais voilà. Je pense que c'est un peu... Mais c'est exactement ce que je dis souvent. En fait, pour moi, la religion, la spiritualité, elle n'est pas bornée géographiquement. Parce que quand j'étais à Dubaï, tout le monde me disait « Waouh, tu devais être trop épanoui dans ta religion et tout ». Et je leur disais « Non, parce qu'en fait, c'est en fonction de comment tu te sens, même toi, psychologiquement, émotionnellement, quand tu es loin de ta famille, etc. » Donc, effectivement, si tu es en France et que tu te dis oui, j'ai cette obligation communautaire, etc., mais que toi, tu te sens pas bien, ta spiritualité, tu vas mal la vivre. Ton lien aux autres, ton lien à la communauté, etc. Et si tu es à l'étranger et que moi, par exemple, j'ai mal vécu l'éloignement, je peux vous dire que ma spiritualité, c'était zéro à ce moment-là. Non, j'étais super mal et j'avais qu'une envie, c'était rentrer, tu vois. Et entendre l'Éden, ça m'aidait un petit peu, mais ça m'a pas, tu vois. Psychologiquement, c'est pas... Voilà, j'avais besoin d'un vrai travail sur moi-même. Donc, il y a aussi ce truc-là de montrer aux gens et de travailler, parce qu'on ne pourra pas tous partir de toute façon, de leur dire travaillez votre spiritualité, faites confiance à Allah et essayez aussi de trouver des billes ici pour vous sentir mieux, parce qu'on ne pourra pas tous, des fois, aller au bout de nos ambitions. Moi, je conclurai par deux choses. On entend souvent des gens dire on n'est pas soudés, et on l'a abordé sur la question de l'entrepreneuriat et du business. De manière générale, on est une communauté qui n'est pas soudée. Et les gens oublient que la réforme collective prend d'abord naissance d'une réforme individuelle. Si chacun ne se réforme pas, s'il n'y a personne qui... Il y a deux principaux piliers sur lesquels repose le réformisme, c'est l'introspection, mais une introspection honnête,
couplé à la purification de l'âme. Dès qu'on purifie son âme, dès qu'on purifie ses intentions et qu'on place Allah au centre de tout, y compris du business, on évolue et indirectement, on fait évoluer notre entourage. Même lorsqu'on ne fait pas de rappel, lorsque je fais de temps en temps des jours de jeûne surérogatoires, ça m'a un peu surprise de voir que mon petit frère me dit « Ah, tu jeûnes ?» Il fallait me le dire, j'aurais jeûné avec toi. Et indirectement, le fait de t'avoir vu faire cette action, en fait, il a envie de la faire aussi. Et c'est là où je me suis dit ça, surtout nous, on est créateurs de contenu, on a un vrai impact sur les réseaux sociaux à notre échelle. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du média Safwa Center, qui va voir le jour. Donc, il sera sur une chaîne télévisée. C'est le premier média musulman. Tout est en place. Carrément, pour vous dire, je discute avec justement son fondateur Idriss. Carrément, c'est vraiment des gros... Il y a un gros investissement, 15 millions d'euros. Et il y a rien que pour les caméras, l'équipe de prod, tout ça, le matériel, on est à 1,5 million d'euros. 500 000 euros. Donc là, on est sur une grosse chaîne qui va voir le jour, Inch'Allah, très prochainement. Maintenant, c'est très bien. Moi, je soutiendrai le projet. Maintenant, j'estime quand même qu'aujourd'hui, on regarde moins la télé, on est beaucoup plus sur YouTube et tout ça. Donc, l'importance de continuer les formats podcast et nous, d'utiliser l'outil méthodologique des réseaux sociaux. Et voilà. Franchement, on aurait pu parler de plein d'autres choses. Peut-être qu'à l'avenir, on pourra se faire une partie 2, toujours avec nous 4. On a un bon duo, un bon quadruple. Peut-être on est invité sur Twitch un jour, je sais pas. Attends. Toi, t'as Twitch. Ouais. Toi, c'est ça. J'ai fait un gros moment sur Twitch, justement parce que que les femmes étaient très sous-représentées. Je voulais être la première dans le truc. Mais c'est super dur à tenir comme cadence. C'est super cardio. Eh bien, je vous remercie, vous les 4. D'avoir honoré l'invitation. J'espère que ça vous a plu. Je sais que l'exercice, il n'est pas facile. Et comme d'habitude, n'hésitez pas, en lien de description, allez leur donner de la force, s'il vous plaît. On a besoin de vous. Il y a la chaîne de tout le monde. Et sur ce, moi, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme tout le monde. Salam alaikum.